Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser notre compte OVH. Dans une précédente vidéo, nous avions vu comment créer un compte et acheter donc différents types de choses, dont des hébergements et ce qui va avec, et un nom de domaine. Donc là ici, je vais me connecter. Vous avez sur l'interface ovh.com, vous avez donc ici un truc Mon compte client. Donc je vais pouvoir cliquer dessus. Quand je clique dessus, il me propose un certain nombre de choses. Je peux soit me connecter avec mon adresse mail, si j'en ai une, si je sais avec laquelle j'ai créé mon compte. Je peux me connecter aussi avec mes identifiants qui sont de style mes initiales, un chiffre relativement long maintenant, et -OVH pour pouvoir donc savoir que c'est un compte OVH. Il est possible aussi de se connecter d'autres façons, mais c'est le principal. Alors ici, le mot de passe, bien sûr, est caché, et je vais pouvoir demander à me connecter. Alors, si je me connecte, si c'est la première fois que vous vous connectez sur cet ordinateur, il va pouvoir éventuellement vous envoyer deux choses. D'une part, une information comme quoi vous êtes connecté. Ça, c'est bien à savoir. Il va vous demander l'autorisation de facteur qui permet, soit par mail, soit par SMS, de savoir que c'est bien vous. Alors, attention, si c'est une association ou si vous êtes plusieurs à utiliser le compte, faites bien attention à ce que, si c'est par SMS, en principe, c'est associé à un numéro de téléphone. Et il faut que l'autre personne soit connectée simultanément pour qu'elle puisse vous renvoyer rapidement le code. Il n'y a qu'un quart d'heure. Si vous êtes tout seul, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, on voit ici qu'on a l'interface globale qui apparaît à ce niveau-là. Alors, l'interface globale qui va me permettre de dire « Bonjour Philippe », bienvenue Philippe parce que je suis là. Vous allez voir ici les différents menus qui sont là qu'on va pouvoir utiliser tout à l'heure. Une vue de synthèse, un tableau de bord un petit peu qui m'aide à voir un certain nombre de choses. De voir qu'ici, j'ai 3 zones DNS, c'est-à-dire 3 noms de domaine, que j'ai 3 emails aussi associés, parce que chaque fois c'est associé, que ce soit effectif ou pas, avec des vraies boîtes mail ou pas, c'est notifié comme existant. Et par contre, je vois ici que j'ai aussi 3 noms de domaine, et je n'ai que 2 hébergements. On en reparlera tout à l'heure. On ira voir un petit peu ce que ça recoupe. Ici, j'ai mes informations me concernant. Donc, je vais pouvoir éventuellement voir quel mail j'ai utilisé, quel est mon identifiant, et aussi quels sont les moyens de paiement que j'ai utilisés. Alors, si jamais vous avez l'icône, comme ça apparaît maintenant, pour vous dire qu'il n'y a aucun moyen de paiement qui n'est configuré, il faut faire attention car vous risquez de perdre votre nom de domaine, comme c'est arrivé à bon nombre de sites, parce que les gens ne font pas gaffe aux mails. Je pourrais raconter plein d'anecdotes là-dessus, et au bout de 2 mois, avant la date d'échéance, ils vous envoient un mail, 1 mois, 15 jours, 7 jours, 5 jours, 3 jours, un jour ils coupent. Et souvent les gens ne font pas gaffe, croient que c'est de la pub, ou c'est pas grave, ils ne lisent pas, et quand c'est coupé, c'est coupé. C'est coupé, vous avez un temps raisonnable pour réagir. Là, aujourd'hui, pour une association, on a rapatrié un truc qui datait du 22 juillet, donc 15 jours plus tard, c'est encore jouable. Mais il ne faudra pas trop traîner, sinon tout est supprimé. C'est-à-dire que votre nom de domaine est perdu, votre site est perdu, si vous n'avez pas de sauvegarde, vous n'avez plus rien que vos yeux pour pleurer. Donc autant le faire par rapport à ça, c'est-à-dire vous pouvez cliquer sur j'ai pas encore paramétré de mode de paiement. Vous avez ici rien qui apparaît puisque vous n'avez pas de mode de paiement et vous pouvez demander à rajouter un mode de paiement. Dans ces modes de paiement, vous avez soit la carte bancaire mais qui a une durée de vie limitée, un compte PayPal vous avez, et le compte bancaire, si vous avez donc les coordonnées de votre compte, vous pourrez dans ce cas-là faire qu'il n'y aura aucun problème, le prélèvement sera fait systématiquement. Donc voilà comment on peut jouer par rapport à ça pour retourner là-dessus. Alors, je peux retourner sur mon tableau de bord pour voir les informations qui sont présentes ici. Alors, j'ai aussi d'autres produits-services, des factures, enfin un certain nombre de choses qui sont plus ou moins utiles. Ce qui peut me rendre utile ici, c'est mes demandes d'assistance et surtout ce que l'on peut voir juste en dessous, créer un ticket. Si vous avez un souci avec OVH, vous pouvez éventuellement essayer de les appeler. Mais c'est très rare qu'ils répondent et souvent c'est dans de mauvaises conditions. Donc, je préfère moi systématiquement créer un ticket. J'en ai créé un hier et j'ai une réponse dans les 2 heures, ce qui était même pas, ce qui était extraordinaire. Alors que d'habitude, vous avez une réponse souvent dans 3, 4, 5 jours par rapport à ça. Alors, évidemment, tant qu'il n'y a pas de problème, tout va bien, mais dès qu'il y a des problèmes, c'est un peu gênant. Donc, quand vous cliquez sur créer un ticket,
Vous allez demander ici par rapport à quelle thématique. Est-ce que c'est une thématique de suite commande, de conseil technique, d'incident, etc. Alors, éventuellement, faites attention à ça. Hein. Donc, gestion du compte client. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Vous pouvez demander un conseil technique. Il vous demandera quel type de produit c'est un hébergement. Il vous cause après quel domaine c'est lié. Vous avez les domaines qui sont là apparemment, etc., etc. Donc je vais dire que c'est les hosts OVH. Quelle est la question? Si je dis je ne peux gérer sauvegarde de mon site, la question c'est je ne peux pas procéder à une sauvegarde. Enfin, les questions sont arrivent souvent à des trucs, voilà, il vous dit vous n'aurez pas de questions à poser par rapport à ça. Alors, souvent on est obligé de biaiser, de trouver une question qui est à peu près avoisinante, même si c'est pas tout à fait la bonne question, parce que on aboutit sur rien. Mais l'idée c'est quand même de pouvoir poser une question par rapport à ça, et d'avoir une réponse, je le dis souvent dans nos délais qui sont pas donnés. Donc voilà par rapport à l'interface globale. Alors ici vous avez un certain nombre de choses qui nous ne concernent pas, Télécom non plus, une Sunrise. La seule chose qui nous intéresse nous, c'est la partie Web Cloud. Donc si vous cliquez sur Web Cloud, vous allez pouvoir voir, on aurait pu cliquer en bas aussi dans l'interface du tableau de bord, hein, voir ici tout ce qu'il y a concernant ce truc-là. Alors, on revoit ici que l'on a la possibilité de commander. Donc, si vous voulez commander, vous cliquez ici et vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez commander. Un nouveau nom de domaine, un hébergement, etc. Indépendamment d'un nom de domaine ou autre chose. Ici, je peux demander donc avoir mes noms de domaine. Alors, dans mes noms de domaine, je vois ici que j'ai 3 noms de domaine qui sont disponibles. Ce qui m'intéresse, c'est les hosts.bzh, bien évidemment. Et je vois ici un certain nombre d'informations. Il me dit, tiens, voilà le site, à quoi il ressemble actuellement. Je vois que j'ai un site WordPress, bon, c'est très bien, qui a été fait avec une partie, donc, avec un module en un clic. Mais on en reparlera tout à l'heure. Je vois qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont ici, les zones DNS. Alors, les zones DNS, bon, vous avez ici par rapport au nom de domaine, ici, domaine serveur. Ici, vous avez les MX qui concernent donc toutes les boîtes mail, qui sont des redirections. Ici, vous avez d'autres choses. Ici, éventuellement, enfin, normalement, vous n'avez pas touché à ça. Éventuellement, vous pourrez, dans certains cas, se demander, si Google vous le demande, par exemple, rajouter quelque chose ici. Alors, attention avant de rajouter, hein, rajouter une entrée, faites bien attention de bien vérifier ce qui se passe. Sinon, vous pourriez planter votre site. Vous avez aussi la possibilité, éventuellement, de changer le domaine name serveur qui est sur votre site. Et vous avez la possibilité de faire des redirections aussi pour renvoyer vers autre chose. Donc en principe, toutes ces choses-là, vous n'y touchez pas, le nom de domaine, vaut mieux éviter d'ailleurs, vous risqueriez de faire des bêtises. On va parler de ce qui n'existe pas. Il y a base de données, vous n'en avez pas, Email Pro, vous n'en avez pas, Microsoft et WebPass, vous n'en avez pas non plus. Donc il nous reste à voir hébergement et email, sauf bien évidemment si vous n'aviez. Alors vous me direz, on a appris une base de données, mais elle n'est pas dans base de données, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On va les voir par rapport à l'hébergement. Ici, l'hébergement, on a pris 2 hébergements. Un hébergement de type perso. Donc cet hébergement perso, on peut le voir ici, c'est Nov Perso 2014, même si on est en 2021. Et on voit ici qu'il y a un certain nombre de solutions. On voit d'ailleurs que notre site prend 66 mégas et qu'on a le droit à 100 gigas. Donc on voit que il n'a même pas mis un petit bâton pour dire qu'on utilisait quoi que ce soit sur notre site. Donc c'est pour vous dire qu'avec 100 gigas, vous avez de la place. Alors on peut aller voir le site OVH, leos.ovh, qui lui nous dit, ben voilà, on a installé non pas ici une version, alors on ne voit pas ici la photo, mais on verra tout à l'heure qu'on a une version de PrestaShop, et on voit que PrestaShop est déjà plus gourmand, et comme on a 1000 mégas, on peut très vite être à court de ressources ici. C'est arrivé l'année dernière, une étudiante qui changeait d'alternance pour son master, et qui en voulant faire une sauvegarde, a planté le site, parce qu'ils avaient pris un site en hébergement de ce type, c'est-à-dire un Qui me suffit 2015, et ils avaient 1000 gigas, ils avaient à 600 mégas de capacité, et donc du coup ils ont, en faisant une sauvegarde, 600 gigas x 2, ça dépassait la capacité de 1000, et donc le site était planté, plus moyen de faire que ce soit, etc. C'est toujours un peu désagréable. La solution dans ce cas-là, c'est de demander, je veux éventuellement changer d'offre, je peux cliquer sur changer d'offre ici, et je vais pouvoir demander à sélectionner autre chose. Donc je peux un perso, un pro, etc. On peut revenir en arrière éventuellement dans certains cas de figure. Attention, vous avez pris un offre pro
et que vous voulez revenir en arrière et que vous avez pris plusieurs bases de données, dans ce cas, il faudra supprimer les bases parce que sinon, il vous demandera d'acheter une base supplémentaire que vous retrouverez dans base de données. Néanmoins, le coût est souvent supérieur au fait de prendre une offre pro. Donc, voir par rapport à ça, en fonction de ce que vous voulez changer par rapport à ce qu'il y a à faire. Donc ici, on peut voir ça. On peut voir ici qu'on est en PHP 7.3. Alors, je vais revenir ici, parce qu'ici, on a quand même... Enfin, je sais pas, vous n'avez pas fait attention. On a vu ici qu'on est en PHP 7.2. Alors, 7.2, ça ne vous parle peut-être pas forcément, mais je vais demander ici, donc, roadmap PHP. Donc, je vais demander ici la version de roadmap. Il me présente ici, il me dit, voilà, on est actuellement le 13 août, et il me dit qu'on est en version 7.3 ici, et que la 7.3 est finie, est terminée. Et donc, il y a encore des mises à jour, par contre, pendant un an, jusqu'au quasiment 31 décembre, jusqu'à fin décembre au moins, il y a des informations pour me dire qu'il y a des mises à jour jusqu'au 6 décembre 2020. Donc 6 décembre 2020, donc éventuellement il y aura des mises à jour pour PHP 3, mais après il n'y aura plus de mise à jour. Donc je peux passer en PHP 7.4. Alors je me dis oui c'est bon, elle est encore active, mais à partir du 6 décembre, je vois que dans ce cas-là je passerai avec uniquement des supports. Et je vois que dans ce cas, il y a la version 8 qui est disponible maintenant, que je pourrais tenter. Alors attention, c'est valable si vous prenez un nouveau système et que vous n'avez pas de soucis. Par exemple, un nouveau WordPress, un nouveau Drupal, un nouveau Joomla ou autre PrestaShop ou autre chose. Par contre, assurez-vous quand même au préalable que les extensions complémentaires que vous avez peut-être acquises il y a quelque temps sont aussi, elles, compatibles avec cette version 7.4 ou cette version 8 de PHP. Nous, on est confiant, comme on n'a rien fait ici sur notre système, on va pouvoir dire, ok, pas de problème, je vais pouvoir demander à changer. Alors, si je demandais à modifier la configuration, il me dit, je peux revenir à la configuration, si jamais vous avez un souci avec la configuration, ça peut arriver, certains sites sont plantés. Dans ce cas, je vais demander à modifier la configuration courante, je dis suivant. Ici, comme il n'y a rien sur le site, je vois qu'ici, il me dit, je peux aller de 5.4, pas possibilité de faire du 4.4. Alors, 4.4, c'est une vieille configuration, mais j'ai encore quelques sites faits il y a très longtemps en programmation pure, et dans ce cas-là, qui fonctionnent encore en 4.4. Mais bon, autrement, maintenant, 7.3, on voit qu'on ne peut pas aller plus loin. Alors, c'est un peu bizarre, mais si vous cliquez dans la liste déroulante ici, vous voyez que, alors, n'utilisez jamais le mode Legacy, le mode stable permet d'aller jusqu'en 7.3, et si je clique sur le mode stable 64 bits, je vois qu'ici, maintenant, j'ai accès en 7.4 et aussi en 8. Donc, j'ai demandé le 8. Je fais attention ici à ce qu'il y a par rapport à ça. Donc, je demande le mode PHP normal, production toujours, et attention par rapport au pare-feu. Alors, le pare-feu, j'ai noté que le thème, par exemple, les templates que vous demandez dans SP Page Builder, par exemple, n'apparaissent pas si le pare-feu est appliqué. J'ai pas réussi à trouver de paramètres là-dessus. Le pare-feu est désactivé, vous pouvez éventuellement l'activer si vous voulez. Attention à vérifier au préalable que ça ne va pas bloquer certaines applications qui sont sur votre site. Je pense à certains thèmes ou à certaines applications, certains modules, ces extensions qui ne marcheront plus ou dont une partie ne marchera plus. Donc à voir par rapport à ça. Et c'est encore plus flagrant sur des versions pro. Parce que le pare-feu n'est pas tout à fait le même entre les versions pro et les versions perso. Donc ici, je valide ça. Et il va me dire que la modification de configuration a été bien prise en compte. Si je regarde ici, je m'aperçois que je suis toujours en version 7.2. Je reviendrai tout à l'heure et je verrai que je suis passé en version 8. Alors, nous allons maintenant passer la partie multisite. Multisite, si je regarde ici, je vois que j'ai 3 sites. Alors, 3 sites, ici c'est le site qui concerne mon hébergement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'endroit où est stocké mon fichier. Je peux regarder mon site par ce biais-là, par cette URL-là, qui existe, même si elle n'est pas disponible au niveau du multisite pour les autres. Alors, on va voir tout à l'heure, on va créer un exemple, ça permettra de mieux comprendre. Ici, je vois que j'ai 2 sites qui existent, qui sont leos.bzh et www.leos.bzh. Les deux sont activés et le pare-feu est mis en place. Et la SSL surtout est activée, ce qui est important ici. On va retourner ici dans la partie information générale et je vois ici qu'il y a une possibilité d'avoir des certificats SSL. Si vous n'en avez pas, ça peut arriver dans ce temps de paramétrage, vous demandez
commander un certificat SSL. Alors ici, vous avez que les certificats payants, et sinon, vous pouvez demander à prendre un certificat SSL Let Encrypt, qui est un certificat gratuit. Hein, une fois que c'est fait, vous n'avez plus à le refaire. Alors, normalement, les certificats Let Encrypt sont valables 90 jours, mais OVH refera automatiquement le renouvellement du certificat tous les 90 jours. Sur votre hébergement, vous n'avez rien à faire à ce niveau-là. Si je regarde sur le multisite ici, alors avant, je vais créer un multisite, mais avant, je vais vous montrer comment ça se passe en FTP. Alors, je vous renvoie au cours relatif au FTP. Là, normalement, ici, dans mon dossier utile, j'ai dû mettre un FileZilla portable, qui est ici. Alors, pourquoi un FileZilla portable, hein, juste pour avoir les informations de lehost.vzh et lehost.fr. Alors, je peux redire deux petits mots par rapport à ça. Hein. Quand je suis allé dans Fichier, gestionnaire de fichiers, je vois ici que j'ai deux paramétrages. Je vois ici que j'ai lehost.vh qui me dit que j'ai l'adresse, l'URL de l'hôte. Ces informations m'ont été transformées par mon hébergeur, qui va donc m'indiquer l'URL de l'hôte, éventuellement le port, il va me dire 21. Alors, certains peuvent demander du port 22, ça dépend. Ici, il va me demander quel type d'authentification. Moi, je fais une authentification normale, parce que j'ai pas envie de m'embêter. Le mot de passe va être stocké aussi dedans. Il est encodé maintenant dans FileZilla, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et l'encodage est assez simple, hein, mais il est encodé comme sur mon ordinateur, dans un fichier, donc sitemap.xml. Donc, quels sont les paramètres que nous devons utiliser? Alors, pour ici, les hosts.vh, on voit ici que l'on a donc l'hôte, on a ici l'hôte FTP qu'on va utiliser. Le port, par défaut, c'est le port 21, mais suivant votre hébergeur, pour vous indiquer le port 22 éventuellement, ou un autre port. Alors, il nous demande ici connexion FTP explicite sur TLS si disponible. C'est-à-dire que ici, on ne trouvera pas de TLS, donc c'est-à-dire de connexion sécurisée, ce qui n'est pas abordé dans les hébergements de type perso, qui l'est par contre dans les hébergements pro. Donc, s'il n'arrive pas à trouver de TLS, ben dans ce cas-là, il passera en mode normal. Mais vous pouvez demander à utiliser du FTP explicite sur TLS, ou implicite, hein, comme vous voulez, mais de façon à ce que si jamais vous êtes sur un hébergement pro. Mais laissez ça comme ça, c'est très bien par rapport à ça. Le type d'authentification, c'est normal, mais vous avez d'autres types d'authentification, y compris, il vous demandera à chaque fois le mot de passe. Bon. Là, dans ce compte, j'ai que très peu d'hébergements, mais j'en ai où j'ai des centaines d'hébergements, donc je ne vais pas demander à chaque fois les mots de passe, ce serait trop long. Donc j'essaie d'enregistrer ces mots de passe. Ces mots de passe sont enregistrés codés, maintenant dans FileZilla, dans un fichier sitemap.xml hein, qui se trouve dans le dossier roaming de AppData. Mais bon, éventuellement on verra ça plus tard. Donc ici je peux demander, voilà, connexion. Alors si je demande une connexion, je me retrouve ici et je vois le site qui est là. Si je regarde ici, je vois par exemple ici que j'ai un dossier qui s'appelle admin 6576. Alors ça veut dire quoi? Je vais aller voir mon site donc en allant sur lehost.ovh. J'aurais pu, le forçage du HTTPS n'est pas là, hein, mais je peux voir ici que c'est un site de type PrestaShop, et donc je pourrais demander éventuellement, en regardant ici, à me connecter sur l'admin. Et je vois qu'ici l'admin, c'est ce code-là. Donc il suffit que je fasse / et je colle la chose pour pouvoir me connecter dans la partie administrateur de PrestaShop. Alors bien évidemment, il faut encore le login mot de passe, mais ça permet de voir ça. Donc voilà à quoi sert le FTP. Alors on va se connecter plutôt sur l'autre compte ici. Donc je me connecte sur lehost.vzh. Je vais établir la connexion, c'est pas gênant. Je dis OK. Vous voyez ici, ce serveur ne supporte pas le FTP sur TLS. Il me dit passer en normal. Je pourrais éventuellement cocher la case pour qu'il ne me casse plus les pieds par la suite. Je vois ici mon dossier www. Et là, je vois qu'il y a une vieille page que je peux supprimer d'ailleurs parce que ça n'a aucun intérêt. La vieille page qui m'était d'avoir comme quoi le site est hébergé chez OVH. Et je retrouve ici 3 dossiers typiques, hein, WP Admin, Content, Include, qui sont les dossiers typiques de WordPress. Donc éventuellement, je peux voir aussi le fichier de configuration qui est ici. Donc si je vais voir le site ici, donc lehost.bzh, j'ai donc bien ici mon site WordPress, et si là je tape / wp-admin, puisqu'on n'a pas mis de système de protection, j'arrive donc sur la partie connexion de
de l'administration de WordPress. Donc voilà un petit peu expliqué par rapport à ça. Alors ce qu'on voulait vous montrer, c'est donc par rapport à ici, la possibilité que l'on a de créer des multisites. Alors multisite, c'est quoi? C'est le fait que vous avez plusieurs hébergements. Vous avez un hébergement qui peut accueillir plusieurs sites. Ici, on n'en a que pas beaucoup d'hébergements. Ici, on a juste que fwen.fr, mais comme utilisé ailleurs pour autre chose, qui est déjà redirigé. Sur un autre hébergement, pour être utilisé, enfin c'est un peu plus compliqué. Donc, de ce fait, on ne va pas utiliser ça. Mais on peut créer aussi des sous-domaines. Alors, créer des sous-domaines, c'est par exemple, ici, on a leos.bzh, mais je peux très bien faire un test. Dans ce cas-là, je vais demander action, ajouter un sous-domaine. Je demande soit à commander un nouveau domaine, soit ici, je vais prendre mon domaine existant. Je vais dire que c'est le domaine donc, qui est leos.bzh. Je vais dire suivant. Et ici, je vais dire, ben voilà, je veux que ce domaine-là soit associé à un dossier. Alors, un dossier, si je regarde par défaut, ici, je vois que le dossier, ici, c'est le dossier www, qui est le dossier par défaut quand je crée mon compte. J'aurais pu le voir ici, d'ailleurs, hein, en regardant, je vois que le dossier racine, c'est le dossier www. Donc, si je demande ici à rajouter un domaine, associer un domaine, je vais demander ici, donc, leos.bzh. Je vais demander ici un test, un dossier test, et je vais demander ici que je vais mettre dans le dossier test aussi. De toute façon, ce qui se débrouille tout seul. J'active bien sûr les SSL, et je peux activer ou pas le pare-feu en fonction des contraintes que j'ai. Éventuellement, je peux activer l'IP du pays. C'était valable par exemple si j'ai un .de, parce que les .de seront mieux référencés en Allemagne si jamais on est associé avec une adresse IP du pays. Après, c'est petit. Est-ce que je sépare les logs? Alors, si vous avez des sites assez gros, dans ce cas-là, là, c'est juste un sous-site qui ne servira que de test, comme son l'indique. Donc, c'est pas forcément utile de séparer les logs. Mais sinon, je peux séparer les fichiers de log à ce niveau-là. Je vais demander suivant. Il me propose, voilà, le résumé de ce que ça va donner. Et je valide. Je valide, j'attends un petit peu. Je vois ici que le dossier test a été créé. À la fois test et www.test. Il a fait les deux. Je vois ici que j'ai... par rapport à ça, les SSL qui sont à régénérer. Donc en cliquant sur Action, je vais pouvoir ici demander à régénérer le SSL. Donc si jamais c'était pas le cas, c'était en grisé, il aurait fallu que je retourne dans l'information générale comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, pour rajouter les SSL de type Let's Encrypt. Il me demande, je veux valider, je valide tout ça, et j'ai plus qu'à attendre que ça soit régénéré. Si je regarde ici le dossier, alors je vais demander à rafraîchir, réactualiser ici, je vois que le système a automatiquement créé un dossier qui s'appelle test. Par contre, si je vais ici demander à voir le site test.leost.bzh, il me dit n'est pas encore installé. Donc, en fin de compte, j'ai dû accéder à quelque chose et je vois que ici, il me dit que ça marche, mais que le site n'existe pas. Alors, je peux éventuellement, même si je veux, demander https :// j'ai mis trop de fois de points. Il me dit retourner, je vais demander avancer, j'ai même pas peur, et je vais dire par rapport à ça, accepter les risques et poursuivre. Et je vois ici que mon site n'est pas plus installé ici. Bon, c'est pas gênant, je vais revenir tout à l'heure et ce sera fait. Alors, je vais continuer pendant ce temps-là chez OVH pour voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, on a vu ici qu'on avait la possibilité de créer des multisites. Là, ici, j'ai pris un site existant, mais j'aurais pu très bien prendre un autre site, commander un site ou faire ce que je veux, et je peux avoir plusieurs sites sur un même hébergement. Vous avez ici un truc qui s'appelle module en un clic. Ici, j'ai installé un WordPress et qui me dit, voilà, le login de l'admin, c'est ça. Le mot de passe, je ne le sais pas forcément, mais éventuellement, je pourrais ici modifier le mot de passe si jamais je ne le retrouve pas pour le faire. Donc, c'est-à-dire que ici, j'ai, comme j'ai montré tout à l'heure, la possibilité de me connecter ici en tapant admin et le chiffre qui est derrière, et le mot de passe qui va avec, que m'a envoyé OVH par mail. Il faudrait juste que je retrouve mes mails dans ce cas-là. Attention par rapport à ça, vous ne pouvez avoir qu'un seul module présent ici. Donc, et je vous conseille pas d'utiliser les modules, à moins que vous ne soyez pas à l'aise sur l'installation des différents logiciels, mais ici, vous avez un peu de limite par rapport à ça. Si vous demandez à ajouter un module,
Vous voyez ici qu'il y a 4 types de modules possibles, donc 3 CMS et un 4e CMS qui en plus est une boutique en ligne par rapport à ça. Donc si vous voulez faire un test au moins, vous n'avez rien à faire, ça se fait très vite et c'est assez sympa. Donc sur leshosts.ovh j'ai installé un PrestaShop et ici j'ai installé un WordPress sur leshosts.bzh. Bien évidemment je supprimerai tout ça par la suite parce que ça ne m'intéresse pas, de façon à pouvoir installer à la main ce que j'ai besoin. Ici vous avez un fichier qui s'appelle statistiques et logs. Alors statistiques et logs, on voit qu'un certain nombre de connexions. Il n'y a pas grand chose parce que le site n'affiche pas grand chose, mais c'est pas le but ici. Alors pour les stats, vous avez 2 parties, une partie statistique et une partie logs. Alors dans cette partie-là, vous avez aussi la possibilité de voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Enfin, vous avez quelques statistiques, mais qui sont relativement limitées que vous obtenez là-dessus. Donc les fichiers de log vous permettent de voir les différents systèmes de log qu'il y a, en FTP, en HTTP, etc. Ce qui permet de voir éventuellement quand il y a une intrusion, par où les gens sont passés, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme script, etc. ou qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme extension qui était un petit peu douteuse par rapport à ça. Donc vous avez pas mal de choses que vous pouvez récupérer là-dessus, les erreurs, etc. Enfin, il y a plein de choses. Le FTP SSH. Alors ici, vous avez le compte FTP qui est utilisé ici, que vous allez pouvoir renseigner. Vous voyez aussi que l'état est activé et vous pouvez changer le mot de passe. Le répertoire cible, c'est le point, donc la racine. Je vous encourage éventuellement à demander à créer, si vous êtes un hébergement pro, vous pouvez créer un nouvel accès FTP pour quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, vous ne mettez accès que dans le dossier concerné. Comme ici, on a fait le dossier test, on aurait très bien pu dire que on ne donne accès à notre nouveau client de test que au dossier test qui ne puisse pas accéder au reste. Bon, c'est un peu limité parce qu'il y a d'autres moyens de passer, mais au moins ça met pour les premiers venus de pouvoir limiter un peu l'accès. Donc vous retrouvez ici le hot FTP, vous retrouvez ici le login et le mot de passe qui est là. Éventuellement, vous voyez qu'on a ici un lien qui nous permet d'y accéder aussi éventuellement directement en HTTP sur un navigateur. Alors, la base de données. La base de données ici, vous avez une seule base de données. Et vous n'avez pas la possibilité de demander donc à rajouter une autre base de données parce que vous avez qu'un hébergement. Puisqu'on est avec un hébergement de type perso. Avec un hébergement pro, vous auriez eu 3 bases de 400 et une base de 2 Go. Tout dépend de la place. Ici, on voit qu'il n'y a rien à utiliser. On pourrait regarder celle d'OVH, de leshosts.ovh, mais on verrait qu'il n'y a pas grand-chose de plus d'utiliser. Vous avez ici le nom d'utilisateur, le nom de la base de données, ainsi que le login qui est associé par rapport à ça. Que l'adresse du serveur qui est associée ici. Donc, vous avez les 3 éléments utiles pour pouvoir vous connecter. Chez OVH, en principe, nom d'utilisateur et nom de la base sont les mêmes. Par contre, il vous manque ici le nom de la base, le mot de passe pour vous connecter. Alors, vous avez censément reçu une information par OVH, mais si jamais vous avez perdu ce mail, vous avez la possibilité de retourner, donc ici on est sur leshosts.bzh, je retourne à mon site WordPress, et si vous connaissez WordPress, vous savez que dans le fichier wp-config, par rapport à ça, ici, je peux voir le bureau, je prends le fichier wp-config que j'envoie sur le bureau, je vais ici ouvrir une fenêtre sur le bureau, j'ouvre une fenêtre sur le bureau, je regarde donc le bureau et je vois ici le fichier wp-config. Et là, je peux sans aucun problème l'éditer avec un traitement de texte. Et en descendant, je vais retrouver les préfixes de mes tables, qui est ici un truc module. Et j'ai dû passer, j'ai pas fait attention. Vous avez ici, voilà. Vous avez ici donc le dbname, vous avez ici dbuser, dbpassword et dbhost. Donc, comme ça sera supprimé par la suite, ça n'a pas d'importance, cette base sera supprimée, mais vous aviez les paramètres. Donc, je répète, le nom de la base pour se connecter, le nom de l'utilisateur qui va se connecter, associé au mot de passe, et ensuite, le nom de la base elle-même sur laquelle vous vous connectez. Et en plus, vous avez donc les extensions, c'est-à-dire le préfixe qui va être utilisé, c'est-à-dire que tous les tables vont s'appeler mode 130 underscore, de façon à bien identifier les différentes tables. C'est excessivement pratique quand vous avez plein de tables de différents sites différents au sein de la même base de données. On en reparlera éventuellement plus tard par rapport à ça. Donc je peux fermer ça.
et je peux revenir ici. Donc, on voit ici qu'on a nos tables. Alors, ce que vous avez sur les tables, vous avez la possibilité de demander éventuellement à pouvoir changer le mot de passe. Je vous le conseille pas, parce que si vous changez le mot de passe de la base de données, votre site ne fonctionne plus automatiquement. Vous pouvez demander à créer une sauvegarde instantanée, restaurer une sauvegarde, c'est assez pratique et en principe, ça vous est envoyé par mail. Vous pouvez demander à importer un fichier, recalculer les quotas. Alors, recalculer les quotas, c'est quand votre base est pleine, vous ne pourrez plus, avec certains sites, vous ne pourrez plus rien faire. Donc, dans ce cas-là, il faut supprimer les tables. On va, dans ce cas-là, se connecter en phpMyAdmin. Alors, j'aurais dû noter le mot de passe tout à l'heure. Heureusement que le fichier est encore sur le bureau. Hop, je vais pouvoir donc taper le mot de passe, password, qui est ici. Je fais un double clic. Et j'exécute. Bon, j'enregistre le mot de passe, enfin, c'est pas utile. Ça sera supprimé, mais c'est pas grave. Donc ici, je vois que j'accède à ma base de données. Donc cette base de données, je peux regarder ce qu'il y a dedans. Base de données. Je vois qu'il y a cette table qui est là. Et je vois qu'il y a toutes mes tables mode 130 qui sont là avec la table utilisateur, la table des postes, etc. Puis toutes les autres tables que l'on pourra voir après dans WordPress. D'accord, donc tout est là accessible. Et là, je peux surtout faire de l'export, de l'import. Et j'aurais pu supprimer des tables si jamais j'avais plus de place par rapport à ça. Donc je peux me connecter en phpMyAdmin. Vous avez aussi la possibilité ici d'avoir les sauvegardes. Donc les sauvegardes, ici il n'y en a qu'une, ça a été créé hier. Donc il n'y a qu'une base qui a été sauvegardée, mais normalement vous gardez 30 jours de sauvegarde. Donc ces 30 jours, je peux demander donc à télécharger la sauvegarde, me permettant d'avoir une sauvegarde à jour de ma base de données. Alors il me prévient que c'était fait à 6h46 du matin, donc si jamais depuis j'ai des commandes, des clients, etc., ben, tout ça ne sera pas sauvegardé, donc il faudra trouver un autre système, mais ça permet au moins de revenir un jour en arrière maximum par rapport à ça. Donc voilà ce qu'on peut dire de base de données. Alors, tâche en cours, il n'y a pas forcément grand chose à dire là-dessus, et vous avez un petit plus qui peut des fois être utile. Alors, script email. Script email, ici, me dit que c'est actif, et apparemment, il n'y a pas eu de mail envoyé depuis le site. Alors, c'est un peu normal, il n'y a rien sur le site. Personne n'avait trouvé parce qu'il devait être pas opérationnel avant hier, je crois. Enfin, du moins, il n'était plus. Donc, de fait, il n'y a pas grand monde qui a pu se connecter dessus. Donc, on aura sinon les différents mails qui ont pu être envoyés. Éventuellement, votre système peut être bloqué. Pourquoi bloqué? Parce que si OVH estime qu'il y a trop de mails de copines russes, ukrainiennes ou autre chose qui sont envoyés depuis votre site, ou parce que votre site a été piraté, dans ce cas, il va bloquer l'accès aux mails. La fonction mail PHP sera bloquée. Ce qui veut dire que votre site ne pourra plus envoyer de mails. Et vous ne le saurez pas, puisque vous ne recevrez plus de mails. Donc, ça veut dire que de temps en temps, il faut regarder si jamais les mails sont bloqués et faire bien attention aux mails que vous envoie OVH pour voir s'il n'y a pas des mails en disant attention, il y a trop de mails frauduleux ou, alors, c'est pas des mails frauduleux, c'est surtout des mails qui sont envoyés à des personnes qui n'existent pas. Donc, du coup, le système de réception renvoie comme quoi le mail n'existe pas et OVH compte ça. Et si jamais il y a trop de mails envoyés, ça bloque. Dans ce cas-là, vous avez, là on peut bloquer les emails, l'envoi, mais c'est pas le but. Sinon, vous pouvez demander à purger les emails, et dès que les emails sont purgés, normalement, vous pouvez demander à changer pour que ça revienne. Si jamais vous voulez être sûr d'avoir quelque chose de fonctionnel, vous pouvez aussi demander à changer de destinataire, bien celui qui va recevoir tous les emails qui sont envoyés par OVH par rapport à ça. Alors, c'est un peu fastidieux, surtout s'il y a beaucoup de trafic sur votre site, vous recevrez un double, mais dans votre logiciel de gestion de courrier, vous pouvez très bien mettre une règle pour qu'il soit mis dans un dossier à part et que vous n'irez regarder que quand il y aura un problème. Donc, ça c'est important de savoir que si jamais votre fonction mail est bloquée, il faut venir ici dans plus script email et vous demander à purger, éventuellement regarder les emails en erreur qu'il y aura et purger les emails par la suite. Vous avez aussi les crons qui ne sont pas actifs dans les versions... moi, je peux... Il va me dire si je peux ajouter un cron quand même. Alors, normalement, c'était pas actif dans les versions ici, perso. Apparemment, c'est disponible maintenant. Donc, je pourrais éventuellement rajouter des crons. Les crons, ce sont des tâches automatisées que je peux lancer à un certain moment donné. Visiter Pro, c'est quelque chose que l'on peut acheter en plus à OVH, qu'on ne va pas parler ici. Donc, il ne reste plus que la partie email à aller voir. Alors, on va regarder pareil les emails de lehost.bzh. Ici, il va nous dire que le quota des comptes email, on en a 0 sur 0. J'ai pas dû prendre un plan MX.
là-dessus, et donc je n'ai rien là-dessus de fait. C'est dommage, donc je vais aller sur leos.vh.fr. Ici, j'ai un compte. Normalement, sur un compte perso, vous devriez avoir 10 comptes email de disponibles. Et vous en avez ou 100 et vous en avez 1000 sur un compte pro, enfin bon, peu importe. Ici, c'est sur un compte, un hébergement de petite taille qui me suffit. Et donc là, j'ai le droit qu'à 2 quotas d'email. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je vais déjà créer des emails. C'est-à-dire que quand je vais dans email, je peux demander à créer une adresse mail. Cette adresse mail sera toujours avec lehost@.vh. Donc, je peux mettre ici éventuellement contact et je vais dire description du compte. Alors, comme il n'y en a qu'un, c'est pas la peine de marquer quoi que ce soit. Description du compte, c'est pas la peine de marquer quoi que ce soit. La taille, autant prendre une grosse boîte mail. Vous avez le droit de soit à 2 boîtes de 5 Go ou 100 boîtes de 5 Go. Je vais mettre un mot de passe ici. Pareil, je vais utiliser mon générateur de mot de passe. C'est fait. Je fais un copier. Je reviens ici. Je colle mon mot de passe et je le colle ici. Et je vais demander donc suivant. Il me demande, OK, est-ce que vous voulez créer le compte? Je crée le compte. Et ici, il m'affiche un tas de paramètres par rapport à ce que j'ai. Est-ce que j'ai un iPhone, un Android, etc. ou Outlook. Et comment faire pour récupérer ça dans différentes versions d'Outlook. Alors, globalement, le paramétrage est le même. On peut juste dire 2 mots ici par rapport à ça. Vous avez le tuto qui est là. Il vous dit donc comment vous faites ici de l'IMAP, et vous allez mettre votre password, et normalement il va retrouver tous les paramètres, et ça se fait quasiment automatiquement, il va retrouver le serveur. Si jamais ça ne trouve pas le bon serveur, rentrant, sortant et le bon port, vous avez l'information qui est notifiée ici. Donc en principe vous n'avez rien à faire, ça se fait automatiquement si vous avez Outlook. Dans d'autres cas, il faut peut-être faire manuellement une partie du paramétrage. Donc ici, je ferme cette partie-là. Et ce qui va être important éventuellement, c'est de gérer aussi donc ce qu'on appelle les redirections. Alors pourquoi gérer les redirections? Parce qu'ici j'ai donc bien une adresse qui va être de type contact @leos.vh, mais je n'irai pas forcément la regarder. Alors je peux l'intégrer dans mes mails éventuellement, sur un serveur Exchange ou autre, ou sur mon compte de messagerie de téléphone, peu importe, mais souvent je ne le fais pas parce que j'ai pas forcément envie, je vais faire utiliser qu'une seule boîte mail, sinon quand je change de téléphone, j'ai tout à reprogrammer. Dans ce cas-là, ici, on peut demander à rajouter une redirection. Alors, c'est quoi cette redirection? C'est de dire que quand je vais recevoir un mail de contact, je vais rediriger ça vers une adresse philippe@zeos, parce que celle-là, je la regarde plusieurs fois par jour. Et ici, il me demande qu'est-ce que je veux sélectionner comme option. Alors, comme c'est un vrai compte qui existe ici, je peux demander à conserver une copie du mail chez OVH. Mais sinon, j'aurais pu dire, c'est pas grave, ça n'existe pas, de toute façon, je peux ne pas conserver de copie. Et je valide. Ce compte va être créé, et donc, j'aurai une redirection qui sera faite. Un mail sera envoyé sur contact@leos.vh, et un duplicata sera envoyé sur mon adresse perso ici. Donc, je vais regarder le mail. Si c'est un mail pour me dire, super, qu'est-ce que tu deviens, etc., je peux répondre directement à quelqu'un que je connais. Si par contre c'est quelqu'un qui me dit j'en commanderais bien 50 000 de tes produits, là j'ai plutôt me reconnecter, on verra ça tout à l'heure, sur l'interface d'OVH pour regarder les mails et pouvoir répondre. Alors donc je vois ici que j'ai ce mail là qui existe et qui va être redispatché. Je pourrais aussi rajouter plusieurs redirections, c'est-à-dire que si jamais on est plusieurs à gérer un même mail, on peut avoir créé un compte réel, ou pas d'ailleurs, et on peut être à plusieurs à être redirigé. Ce qui fait que quand on enverra un mail à contact@leos.vh, on pourra recevoir le mail, moi, quelqu'un d'autre, et encore plein d'autres personnes. Attention, il y a d'autres choses que l'on peut refaire aussi, mais c'est des choses qui sont possibles à ce niveau-là. Donc ça, c'était la partie mail. Vous avez aussi les répondeurs, mais je préfère le gérer différemment, le gérer par rapport au logiciel de courrier directement. Vous avez la notion de mailing list. Ici, on n'a pas la possibilité de créer des mailing lists, mais si vous avez un hébergement perso, vous avez le droit de le faire. Vous pouvez faire une mailing list où là, les gens vont pouvoir se répondre dans la liste, sur un paramétrage que vous mettez. Et dans la liste pro, vous avez encore plus de possibilités. Et donc, les gens peuvent répondre. C'est-à-dire que quand j'envoie un mail à la liste, si les gens font répondre, ou répondre à tous, ça dépend comment c'est paramétré, vous allez recevoir l'information à tout le monde. Et ça met dans ce cas-là pour une association ou un groupe de travail, c'est relativement pratique pour gérer la chose. Donc voilà le tour qui a été fait un petit peu par rapport à ça.
et tout ce qu'il y a. Donc la redirection a bien été créée, et donc on voit bien ici que l'on a les deux mails, c'est-à-dire que le contact est renvoyé vers contact, ça paraît surprenant, et renvoyé aussi sur philippe@leos.fr. Donc par rapport à ça, si je retourne dans les emails, je peux maintenant voir que mon compte est là aussi, il n'y a toujours rien, et je peux accéder au webmail. Si j'accède au webmail, je peux taper donc mon identifiant et mon mot de passe, et je peux me connecter. Je n'ai rien pour l'instant. Je me suis donc connecté sur un autre compte et je me suis envoyé un petit Philippe Léost. Et si je clique dessus, je vois que j'ai bien reçu un mail par rapport à ça. L'interface, alors c'est Roundcube, mais actuellement OVH est en train de déployer Outlook, la version similaire à celle qu'il y a sur Outlook.com, par rapport à ça, pour que les gens puissent utiliser une version relativement simple de messagerie, et plus cette version Roundcube qui commence à être un peu datée. Donc le principe, c'est relever de nouveau courrier en cliquant là-dessus. Pour écrire un message, c'est ici, c'est relativement simple. Vous aurez un message A, objet, machin, etc. Mais en fin de compte, l'interface, on n'utilise pas toujours, ce qui est plus intéressant de l'intégrer directement dans un téléphone, dans son navigateur, dans ce que vous utilisez dans Outlook, enfin ça dépend de ce que vous utilisez par rapport à ça. Donc on a fait un petit tour vite fait, mais qui a quand même demandé un peu de temps, de comment fonctionne un hébergement chez OVH. Sur ce, à plus et bonne fin de journée.